Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Après le vote du second tour de l'élection présidentielle, les Maliens sont toujours dans l'attente des résultats provisoires qui devraient être proclamés d'ici vendredi prochain par le ministère de l'administration territoriale. Mais depuis lundi soir, les deux camps des candidats Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé se disputent la victoire à travers des caravanes qui sillonnent les rues de Bamako. Nos invités sur ce plateau, M. Dramane Diarra, président du réseau d'appui au processus électoral au Mali, M. Paul Cavès, président de la plateforme des ONG africaines pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance, Monsieur Jean-Christophe Magman Konaté de Caritas Mali, Dr Souleymane Dey, juriste et chargé de cours à l'université de Bamako. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Alors, nous allons ouvrir le débat avec vous, Monsieur Cavès. Quel bilan faites-vous de la présidentielle malienne? D'abord, je vous dis merci. Et je suis à la tête d'une mission, la toute première plateforme en Afrique, qui a été créée en 2006 en Mauritanie entre nous, les acteurs non étatiques africains. Et nous sommes aujourd'hui représentés dans les 5 régions de l'Afrique et la 6e région que l'Union africaine a créée, qui est la diaspora. Et cependant, dans le contexte réel, nous n'avons pas quand même pu faire une mission de longue durée. Nous avons fait juste une mission de post-électorale, et juste déjà à partir du 25 et le 29, et aussi pour le deuxième tour qui s'est tenu il y a 48 heures de cela. Et le bilan est un bilan d'abord très satisfaisant, parce que les élections se sont déroulées dans un cadre consensuel, je peux le dire ainsi, parce que nous n'avons pas constaté d'animosité. C'est de bonne guerre, parce que quand les enjeux sont devenus aussi un peu de taille, il y a aussi des tiraillements de gauche à droite. Mais pour l'instant, tout se passe dans le calme, et l'administration ou bien l'autorité qui est chargée de proclamer d'abord pour le premier temps le résultat provisoire, ils sont à pied d'œuvre, en présence quand même des observateurs internationaux, des diplomates en poste ici au Mali et les observateurs nationaux. D'accord. Et vous, Monsieur Diarra, quel bilan faites-vous de ces élections? Bonsoir à vos auditeurs et téléspectateurs. Nous savons, en allant à ce scrutin présidentiel, que nous avions quelques défis qui se dressaient devant nous. Le défi de la sécurité, le défi de la transparence, et le défi de la mobilisation, entre autres. Et au regard de ces défis-là, nous avons peut-être partiellement, on a partiellement relevé le défi de la sécurité. En ce qui concerne la transparence, parce que pour parler d'élections crédibles et transparentes, il faut se placer au regard des électeurs. Qu'est-ce qui est la motivation fondamentale de l'électeur en allant faire le choix? On sait au Mali que depuis un certain temps, le choix de l'électeur est vraiment un choix corrompu. Donc, sur cet état de fait, le bilan est mitigé quant à la transparence. Le défi de la mobilisation. Et au premier tour, on avait déjà un taux qui avait été plus ou moins, en tout cas relativement qualifié de faible. On s'attendait à rehausser ce taux, mais malheureusement, ce taux est allé en rabais au second tour. Donc, globalement en tout cas, parce que c'est un processus consensuel que nous avons commencé. Sans le consensus, il n'y aurait pas eu cette élection, il ne faut pas se voiler la face. Donc, entre les deux tours, nous déplorons le fait que le cadre de concertation entre, par exemple, les candidats et l'administration n'ait pas fonctionné. Parce qu'au Mali, c'est un processus, on a tous embarqué dans un processus consensuel. Il faudrait que ce consensus-là puisse continuer jusqu'au bout. Et il y a eu des mesures
pour peut-être parvenir à plus de transparence, comme la présence, par exemple, des assesseurs de l'opposition et de la majorité, et le fait que il a été prévu, au lieu de 3 exemplaires du procès verbal du bureau de vote, d'aller jusqu'à 5 pour en remettre à l'assesseur de l'opposition et à l'assesseur de la majorité. Ça, c'est des mesures qui ont été quand même suivies des faits. Et en ce qui concerne l'administration des bureaux de vote et même la maîtrise de la procédure du vote jusqu'au dépouillement, il y avait un certain nombre de tares au premier tour, mais il y a une amélioration au second tour. Voici quelques aspects qu'on peut, a priori, retenir par rapport à ce scrutin. Alors, Monsieur Konaté, qu'en dites-vous de toute cette situation? Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Alors, bilan, à mon avis, ça se situe à 2 niveaux. D'abord, au niveau externe, global du scrutin, cela ne relève pas bien sûr de la structure que je représente, parce que le défi, c'était aussi à ce niveau, d'observer les élections et vraiment de produire des documents à l'appui, d'être témoin du scrutin. Alors, au niveau global, on peut être satisfait, parce que c'était un défi quand même d'organiser les élections, comme quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, avec tout ce qu'il y a comme défi sécuritaire, à vraiment assurer la sécurité des électeurs, ainsi de suite. C'était vraiment un défi pour le Mali. Et je pense que ce défi a été relevé, certes avec des imperfections ou avec des irrégularités, bon, en fait des dysfonctionnements, on peut les appeler comme ça. Mais le défi a été relevé parce que beaucoup étaient sceptiques quand même, hein, que le Mali ne pouvait pas ou n'allait pas organiser les élections, mais ça a été fait. Il n'y a pas d'élection parfaite, comme on le dit souvent, mais on peut être quand même satisfait globalement du scrutin. Alors, sur le plan interne, dans nos structures, par exemple, c'était un défi aussi de pouvoir déployer des gens sur le terrain, de pouvoir les maîtriser, de pouvoir faire remonter les informations, de les compiler, de les traiter et de produire, de faire une déclaration. Donc, sur ce point aussi, le défi a été relevé. On est satisfait qu'on a pu vraiment capitaliser toutes ces données et à la suite faire une déclaration ce matin en organisant une conférence de presse. Alors, donc, à mon avis, de façon globale, on peut dire que ça s'est bien déroulé. D'accord. Alors, docteur D, quelle analyse faites-vous de toute cette situation ou de toutes ces observations? Bien, bonsoir à vos téléspectateurs et à vos auditeurs. Nous remercions Studio Tamani de nous inviter toujours à ces débats quand bien importants pour la nation. Le juriste que moi je suis se place du côté des textes. Il l'a dit, M. Diarra, ces élections se sont déroulées sur la base d'un processus consensuel. C'est qu'à partir de 2016, avec la loi électorale de 2016, on avait noté une certaine imperfection, des insuffisances, 11 insuffisances, qui ont été corrigées en 5 points majeurs. On reviendra là-dessus dans les débats. Et du coup, on verra que les insuffisances qui ont été constatées lors des élections précédentes ont été corrigées dans ces élections-là. Il faut reconnaître que l'élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite des affaires publiques. Et c'est là dans le cadre de la démocratie, bien entendu, pluraliste. Nous avions entendu, nous continuons encore d'entendre beaucoup de choses. Vous l'avez dit dans votre introduction. Depuis le dimanche soir, les 2 camps, bon, pas les 2, en tout cas, principalement un camp crie à la victoire. Et nous, en tant que juristes, nous disons que c'est quand même à mon avis, violation du principe démocratique qui sont posés, des principes démocratiques qui sont posés dans les textes. Et je crois qu'on l'a dit, il faut attendre les résultats proclamés demain, parce qu'on a dit que c'est demain que ces résultats seront proclamés, pour pouvoir constater, oui, s'il y a irrégularité, aller devant les juridictions compétentes, et s'il n'y en a pas aussi, ne rien faire. Mais globalement, je dis qu'on a entendu les observateurs. Vous savez que dans un processus électoral, il y a des autorités administratives qui sont impliquées dans la gestion du processus. C'est la CENI, c'est la DGE, c'est le ministère de l'administration territoriale. Vous avez également d'autres acteurs qui sont principalement la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, le Comité national de légal accès aux médias publics.
Et donc, du coup, vous vous rendez compte que plus loin, si nous partons même vers les observateurs internationaux et nationaux qui sont autorisés à, bien sûr, participer, hein, ne serait-ce que pour apporter leur lumière sur le bon déroulement du processus, nous n'avions pas entendu jusqu'ici un seul observateur au pool d'observation dire que ces observations ne se sont pas, enfin, ces élections ne se sont pas déroulées dans de bonnes conditions. D'ailleurs, la responsable de la délégation européenne aujourd'hui disait dans ses citations que ces élections se sont déroulées normalement, sauf qu'elles relèvent également des irrégularités d'ordre procédurel. Donc, si c'est à ce niveau, comme je l'ai dit, si aucun observateur n'a trouvé qu'il y a des imperfections, enfin, en tout cas, pas imperfections, que ça s'est bien déroulé, je pense que ça c'est, pour le moment, on peut accepter aussi que cela soit. D'accord. Alors, Monsieur Cavès, Dr Deux nous parle de violation des principes démocratiques. Qu'en dites-vous? Nul n'est au-dessus de la loi. Le Mali, c'est un État souverain. Les tests sont là, comme monsieur le juriste est en train de nous les relater. Aucun candidat n'a le droit de réclamer sa victoire avant la proclamation partielle, que ce soit par l'administration territoriale et définitivement par la Cour constitutionnelle. Une fois que ces deux étapes sont affranchies, il y a les voies légales. Quand vous sentez être victime au cours d'une compétition, il y a les voies légales à qui vous pouvez faire toutefois les recours. Et c'est ça qui est normal. Et l'Afrique n'a plus besoin de tout cet tapage aujourd'hui. On avait vu ça un peu partout et ça ne nous a amené nulle part. Le Mali a besoin de son tissu social. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et M. Diarra, qu'avez-vous ajouté concernant les propos, en réponse aux propos de Dr D? Bon, ces propos, je crois que je n'ai pas à réagir par rapport aux propos du Dr D. Ce que je sais, c'est qu'en allant encore une fois à ces élections, nous savions qu'on n'allait pas pouvoir organiser l'élection dans tous les recoins du Mali. Ça, au moins, on en était sûr. On savait qu'il y a des parties du pays qui allaient échapper, hein, qui n'allaient pas pouvoir voter. Mais ce qui nous a surpris peut-être, c'est un peu la proportion des localités. Vous avez vu au premier tour, on a avancé le chiffre de 871 bureaux de vote où il n'y a pas eu de vote. C'est l'équivalent quand même de toute une région. La région des Gao, il y a 251 000 électeurs. Et si vous prenez en moyenne 400 personnes par bureau de vote, et il n'y a que 741 bureaux de vote, vous retrouverez à 288 000 électeurs. Donc, ce qui fait que c'est, au premier tour, on a occulté le vote, par exemple, de l'équivalent des électeurs de la région des Gao. Ça, c'est quand même des imperfections qu'il faut souligner. Aussi, je pense que sachant bien qu'on ne pouvait pas faire voter l'ensemble des Maliens, c'est-à-dire tous les Maliens où qu'ils pouvaient se trouver, ce que nous, on n'a pas apprécié à notre niveau, c'est le fait de pouvoir aussi tenir le scrutin dans les zones qui étaient sous emprise de mouvements ou de groupes armés. Donc, à ce niveau, on ne peut pas parler de transparence, d'équité et de vote crédible dans des localités comme ça. Un premier tour et un second tour, avez-vous donné vos inquiétudes ou communiqué vos inquiétudes? Mais bien entendu, c'est l'intérêt même de l'observation. Par exemple, nous, à l'issue du premier tour, on a félicité l'ensemble des acteurs de la chaîne sécuritaire pour la couverture sécuritaire qui a été impeccable partout où le vote a pu se tenir. Cependant, on a exhorté les autorités à étendre cette couverture aux zones qui ont connu des attaques lors du premier tour et à là où il n'y a pas eu de vote. Et vous comprendrez que de 871 bureaux de vote à 490 bureaux de vote, il y a eu effectivement un effort dans ce sens-là en matière sécuritaire. Donc, cette recommandation de notre part a connu une prise en charge. Également, on a
exhorter les acteurs, comme je le disais tantôt, à maintenir le cap de la concertation entre les deux tours. Ça, au moins, ça n'a pas connu de prise en charge, parce qu'il n'y a pas eu de cadre de concertation. Au-delà de ça, on a demandé l'intensification de la distribution ou du retrait des cartes d'électeurs, parce que vous avez constaté lors du premier tour que les cartes non retirées n'étaient pas disponibles dans beaucoup de bureaux de vote. Sauf qu'au deuxième tour, ces cartes quand même étaient disponibles, mais entre les deux tours, il y a eu une stagnation du retrait de ces cartes-là. Ça a pu aussi influer sur la mobilisation. Donc, vous voyez qu'on a fait des recommandations et qui, quelque part, ont été partiellement satisfaites. C'est ça l'intérêt d'ailleurs de l'observation. Et quand on en arrivera à qu'est-ce que nous prévoyons pour l'avenir, je vous dirai ce qu'il en est au niveau du réseau APM en ce qui concerne les recommandations pour le futur. D'accord. Alors, Monsieur Konaté, oui. Par rapport aux déclarations de victoire, ça et là, c'est ça? Oui. Alors, bon, à notre niveau, nous avons en tout cas formulé des recommandations à l'endroit des candidats. Ça a été affirmé avant moi qu'il faut engager toute contestation éventuelle dans le strict respect des textes juridiques régissant les élections. Alors donc, il ne s'agit pas de lancer les choses comme ça, il faut les formaliser et selon les textes, nous avons un juriste parmi nous, il maîtrise mieux les textes que moi en la matière. Alors, mais nous exhortons tous les candidats vraiment à agir dans le strict respect des textes juridiques. D'accord. En plus, nous sommes dans un processus de paix, de recherche de paix, de réconciliation. Vraiment, il faudrait avoir pitié du peuple malien aujourd'hui. Nous recherchons la paix. Alors, nous recommandons aux candidats de s'abstenir de toute déclaration susceptible de porter atteinte à la paix, à la stabilité et à l'unité nationale. Vraiment, c'est une recommandation forte que nous formulons à l'endroit des candidats. Le peuple malien a vraiment souffert. Nous sommes allés à ces élections-là, à cette élection présidentielle, pour vraiment une certaine stabilité. Et je pense que tout propos qui enflamme, qui invite les gens à la violence, et ainsi de suite, vraiment, nous recommandons aux candidats de s'abstenir de ces propos-là. Mis à part l'aspect sécuritaire, quels ont été les enjeux de ces élections? Bon, les enjeux sont énormes. D'abord, je parlais de paix tout de suite. Je parlais aussi que beaucoup étaient sceptiques parce que la sécurité n'était pas garantie, mais aujourd'hui, toute la stabilité du Mali, je peux dire, repose aujourd'hui sur cette élection et la reconnaissance d'une ou de l'autre partie de la victoire de l'autre. Et n'est pas appelé aujourd'hui, les enjeux sont à ce niveau. Est-ce qu'un camp est prêt à accepter sa défaite au profit de l'autre camp? C'est cela, c'est pourquoi nous avons formulé ces recommandations-là. Vraiment. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est à ce niveau. C'est vrai, il y avait le défi sécuritaire, le défi même d'organiser les élections dans cette situation. C'était pas gagné. On n'avait pas confiance au Mali. Mais ça s'est fait, certes avec des dysfonctionnements, comme je l'ai dit, mais on a quand même pu relever ce défi-là. L'enjeu que le Malien se retrouve, puisse avoir confiance en lui-même, en ses capacités à organiser les élections sans l'aide de qui que ce soit, ça, à mon avis, c'est à consolider davantage. D'accord. Voilà. Alors, Dr D, concernant les enjeux, il y a Monsieur Konaté qui nous a parlé de l'acceptation des résultats. Oui, en fait, c'est ce que nous disons. Comme je l'ai dit, ils sont plus nantis dans ces questions que nous, parce que nous nous plaçons du point de vue du droit. Et si vous regardez l'article 140 de la loi électorale, il y a aujourd'hui que le ministre de l'administration territoriale qui doit proclamer les résultats partiels. Et la Cour constitutionnelle va proclamer les résultats définitifs. Et déjà, on le sait, les différentes commissions dans les commissions de centralisation, on sait très bien
ces commissions sont présidées par le représentant de l'État. Mais il y a aussi des représentants de l'administration, 3 représentants de la majorité, 3 représentants de l'opposition. Et donc, à partir de cet instant, nous le disons, qu'on ne comprend pas que ces commissions n'aient pas fini le travail et que déjà certains se permettent de se déclarer vainqueurs. Premier point. Deuxième point, dans une élection, on le sait, il y a toujours des contestations, M. Diarra l'a dit. On a observé lors du premier tour qu'on a exigé la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous ne comprenons pas non plus. Parce que s'il y a une innovation majeure dans la loi électorale, c'est l'article 80 qui accepte aujourd'hui que dans chaque bureau de vote, on ait un représentant de la majorité, un représentant de l'opposition. Et que Diarra l'a ajouté, que les PV sont aujourd'hui multipliés par 5 au lieu de 3. C'est-à-dire que chaque représentant et de la majorité et de l'opposition ont le droit, bien entendu, d'avoir un exemplaire. On ne comprend pas non plus cet état de fait. Il y a, comme je l'ai dit, dans toute élection, il y a des contestations. Et ces contestations sont de nature à être, bien entendu, portées devant les juridictions compétentes. Et pour les élections présidentielles, tout comme les élections législatives, c'est la Cour constitutionnelle qui est habilitée à statuer sur ces questions-là. D'ailleurs, on a entendu le bourrage des urnes. J'ai écouté également M. Kabré Désiré hier qui disait qu'aucun observateur ne les a rapportés qu'il a été témoin de bourrage. Et pourtant, on l'entend. C'est vrai que M. Diarra nous dit que sur certains endroits du territoire national, l'administration n'est pas déployée. On le savait avant d'aller à ce scrutin-là. Comme il a dit, c'est un processus consensuel. On était au courant des grands défis majeurs qui attendaient le Mali. Et en plus de cela, les requêtes sur la récusation, on a entendu, je ne reviendrai pas sur ces débats, puisque eux-mêmes qui ont fait la requête ont admis, dès la première phrase, qu'il n'existe aucun texte au Mali, absence de tout texte pour récuser les juges. Donc on reviendra pas sur cette question. La demande de recomptage des voix, on a entendu. Donc, bref, je pense que dans un processus, il y a 2 points majeurs qu'il ne faut pas occulter. C'est la bonne foi et surtout l'acceptation ou la compréhension autour des expressions. Et à notre avis, au Mali aujourd'hui, on est en face d'une situation de très mauvaise foi de certains acteurs politiques. Et la rupture, comme on l'a dit, vote sur le cadre de concertation, naturellement, il y a eu une rupture que tout le monde déplore. Mais les textes n'exigent pas qu'il y ait un cadre de concertation. Ce cadre de concertation, je pense que c'était fait encore dans un esprit d'apaiser et dans un esprit d'aller plus loin. Et c'est là, moi je pense que si nous nous plaçons au regard de tout ce que nous voyons sur le plan juridique, et on ne peut pas détacher le droit de l'environnement, de la réalité du terrain. Et cette réalité, c'est d'abord le problème des ralliements. On a vu, on reviendra peut-être dans les débats, que les ralliements ne se sont pas, en tout cas, faits comme on l'aurait souhaité, pour certains acteurs politiques. Il y a l'échec de la création d'un large front pour l'alliance, l'alternance, pardon. Et l'échec de la création de ce front pour l'alternance ne s'est pas mis... Enfin, voilà. Mais tout qu'on fait, on se rend compte que nous sommes dans un processus et ça s'inscrit dans la légalité. La légalité qui suppose aujourd'hui au Mali, en tout cas vérifier que nous sommes dans un état de droit. Si nous sommes dans un état de droit, on accepte que les textes s'imposent. Mais si nous ne nous reconnaissons pas dans un état de droit, on peut alors contester. Mais je pense qu'à ce niveau, il appartient aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour que force reste à la loi. Comme il a dit, je termine, nous sommes un pays en crise. Il ne faudra pas que les gens oublient que depuis 2012, ce pays est en crise. Crise qui nous a conduit aux accords préliminaires de Ouagadougou, à l'accord issu du processus d'Alger. On l'occulte. Mais à mon avis, encore une fois de plus, que si on n'est pas parvenu à aller sur l'ensemble du territoire, il faudra aussi se poser la question. L'effectivité de la mise en œuvre de l'accord, c'est nous qui l'avons refusé. Parce que, bien sûr, dans sa mise en œuvre, des recommandations étaient faites et que, par exemple, la révision constitutionnelle qui a été bloquée. Donc, à un moment donné, il faudra bien sûr qu'on s'arrête, qu'on fasse l'évaluation de la situation et qu'on se rende compte que certains points qu'on n'a pas pu dépasser relèvent de notre comportement
et qu'il faut qu'on change. Si on veut la paix dans ces pays, il faudra que chacun accepte un minimum de consensus et éviter, bien sûr, le bras de fer. Ça ne nous mènera nulle part. D'accord. Alors, Monsieur Cavès, on a entendu parler de bourrage d'urnes, d'irrégularité. Il y a Dr D même qui vient d'en parler tout de suite. Mais est-ce que vous avez eu à observer ces genres de situations, bien que vous avez dit qu'il n'y a pas eu de problème durant ces élections-là? Vous savez, madame, et quant à ce qui concerne nous, les observateurs, nous, internationaux, nous avons un rayon d'action aussi un peu limité. Et par quoi on peut toutefois le dire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis, comme monsieur le journaliste vient de le dire, depuis 2012, le Mali traverse des crises à répétition. Et aujourd'hui, cette élection est reposée sur le lendemain de Mali, le lendemain meilleur. Et quant à ce qui nous concerne, bien, concerne la mission que j'ai dirigée, j'ai conduite, dans les centres où on a visité, quand je rentre dans un bureau de vote, ce que je demande, quand je salue le président qui anime le scrutin, je demande d'abord où sont les représentants des candidats en compétition. Et c'est ce que je fais. Et la plupart de nos observateurs qui sont déployés un peu dans quelques régions limitées, et c'est ce qu'ils ont fait. Et la plupart d'ailleurs des missions, parce qu'on se voyait, on discute, on se demande que, bon, comme vous vous étiez un peu loin par rapport à notre périmètre, comment les choses se sont déroulées là-bas. Donc, dire qu'on a vu bourrage d'urnes, les PV n'ont pas été signés, nous, on n'a pas vu. Maintenant, si quelqu'un a vu, il faut qu'il ramène ça à des autorités. Il y a les juridictions. Le Mali, comme j'ai dit tantôt que le Mali, c'est un pays très souverain, il y a les voies de recours. Il y a les voies des recours qui sont là. Il y a la Cour suprême qui voit toutes ces choses-là. Il y a la Cour constitutionnelle. Il y a plusieurs voies de recours. Maintenant, pour nous, ce que nous cherchons dans une élection, le contexte dans lequel le scrutin s'est déroulé, le jour du scrutin. Est-ce qu'il y a eu des violences? Ils ont empêché les gens de ne pas aller voter? C'est des critères que nous cherchons. Mais le cas concret de Mali, nous, on n'a pas vu. Nulle part. Les gens se sont, malgré qu'il y avait une pluie hier, ou bien le jour du scrutin le dimanche, mais les gens se sont sortis de façon citoyenne. C'est une très bonne chose pour le Mali. Maintenant, d'abord les deux candidats, ils sont pour l'instant candidats. Ils ne sont pas encore, il n'y a pas un président, on va dire que voici le président X à Y. Mais cette destinée repose sur la reconnaissance de la défaite de l'autre et de la victoire de l'autre. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il faut qu'ils dépassent, c'est-à-dire dépassent leur entendement politique, voir le peuple malien en face. Est-ce que je suis dans le peuple malien? Je me retrouve avec le peuple malien? C'est là où il y a le débat. Maintenant, les aspects juridiques qui sont là pour les juristes, qui vont les donner des quotimes, que non, on ne peut pas aller contester dans la rue, mais il y a les maisons des juridictions. Là où il y a les défaillances, s'ils ont remarqué qu'il y avait des urnes qui ont été bourrées, donc quitte à eux d'apporter tous les éléments là, qui ne devaient pas être des éléments factuels ou bien de dire, non, palpable. Et le monde aujourd'hui, le monde est tellement en numérisation où quand vous êtes même de l'autre bout avec l'Algérie, tout ce qui se passe à l'instant que nous sommes ici, là, on envoie ça par WhatsApp, ou bien des trucs là. Voilà ce que je peux dire. Tout ce que nous cherchons, c'est la paix. Et les gens sont sortis, le peuple malien sont sortis, sont allés voter de façon citoyenne. C'est ça qui est important. Maintenant, cette victoire ne doit pas être quand même sapée par, c'est-à-dire une ambition politicienne. Nous déplorons ça. Okay. Alors, M. Diarra, avez-vous eu écho d'irrégularités dans certaines localités ou dans certaines zones? C'est ce que je vous dis, les irrégularités qu'on a constatées, on les a évoquées, autant au premier tour qu'au second tour. Maintenant, ce dont il est question en ce moment, vous parlez de bourrage d'urnes. Oui. Bourrage d'urnes, notamment dans les zones où
dans les zones sécurisées, où peut-être l'ensemble des acteurs avaient accès, et je ne crois pas. Ce n'est pas pour rien que j'ai évoqué les endroits où la sécurité n'était pas assurée par les forces de défense et de sécurité du Mali. Parce que certains parlent d'anciens rebelles. Mais un rebelle qui n'a pas déposé les armes demeure un rebelle. Donc il y a eu des zones qui ont été sécurisées effectivement par des mouvements ou groupes armés. Or, on sait qu'avant la tenue même de l'élection, il y a de ces mouvements et de ces groupes-là qui ont fait allégeance à tel ou tel candidat. C'est vrai, quand un observateur, un chef de mission et d'observation dit qu'aucun observateur n'a été témoin de bourrage d'urnes, c'est le cas aussi au réseau APEM, mais nous, nos observateurs ne sont pas allés au-delà de la ville de Menaka, ni au-delà de la ville de Kidal. Mais comme me rapporte ici, quel est l'observateur qui est allé à Tidermen? Quel est l'observateur qui était à Aguelok? Donc, c'est cela aussi. Parce qu'un processus, on l'a dit, c'est chacun suivant ses prérogatives. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'irrégularité. Ça aussi, c'est faux. Les irrégularités doivent être purgées au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est le cas. Donc, nous, on n'a pas attendu de dire qu'il faut que chaque acteur s'adresse à la Cour constitutionnelle qui est chargée du contentieux en matière d'élection du président de la République. Mais le 21 juin, on a organisé un atelier de renforcement des capacités des candidats et leurs mandataires en matière de contentieux de l'élection du président de la République. Et ça, il y a non seulement des candidats qui y ont participé, mais les mandataires de l'ensemble des candidats. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas des incantations. C'est vrai, une élection, on ne va pas à une élection pour faire place après à la violence. Mais il faut prévenir la violence, justement. C'est pourquoi il y a ces mécanismes-là. Lorsqu'il y a des irrégularités, ces irrégularités sont déférées devant qui de droit. Et quand nous parlons, nous ne parlons pas qu'aux citoyens, nous ne parlons pas qu'aux autorités administratives, nous parlons aussi même aux autorités judiciaires, pour que chacun puisse jouer sa partition, afin que la quiétude soit, afin que le Mali puisse connaître des lendemains meilleurs. D'accord. Et en ce qui concerne la couverture médiatique de ces élections? C'est l'une des très grandes satisfactions de ce scrutin-là. Parce que je l'ai dit tantôt, lorsque je n'étais pas dans un bureau de vote, j'étais collé à la radio pour écouter vos correspondants. Parce que vous aussi, c'est l'observation, hein. Vous avez, souvent, on a beaucoup appris de vous. On ne s'est pas fait écho de certains aspects que vous avez évoqués, parce que ça ne nous appartient pas. Ça nous a été transmis par vous. Mais vous avez fait mieux que couvrir, vous avez été des observateurs. Parce que, par exemple, prenant en exemple le cas de Studio Tamani, qui était un peu partout sur le territoire national. Donc ça, c'est l'une des grandes satisfactions vraiment de ces scrutins-là. D'accord. Et vous, M. Konaté, quelle observation avez-vous fait des médias? Bien, parlant des médias, je me joins à Diarra pour apprécier le travail formidable des médias. Mais nous l'avons aussi dit dans nos recommandations à l'endroit des médias, de se limiter à leur rôle d'informateur, d'éviter de publier des tendances ou des résultats qui ne sont pas officiels. Ça aussi, parfois, ça contribue vraiment à des mouvements qu'on ne souhaite pas. Et ça, vraiment, les médias, si vous restez dans ce rôle d'informateur, c'est très bien. Mais à donner des tendances, ainsi de suite, connaissant l'opinion publique qui n'est pas préparée à faire, à analyser ces données pour dire non, en fait, c'est à faire la différence entre officiel et non officiel, parfois ça peut créer des problèmes. C'est pourquoi nous avons formulé des recommandations à l'endroit de la presse à ces points précis. Mais je voulais revenir, si vous permettez, sur la question d'irrégularité, ainsi de suite. À notre niveau, il y a eu 513 observateurs qui ont été déployés sur pratiquement l'ensemble du territoire, à l'exception des régions de Gao, de Tombouctou et de Kidal. Mais je voudrais juste souligner, le jury c'est sans doute ici, qui va mieux définir l'observation d'un point de vue juridique, mais je comprends que quand on dit observation, les gens pensent qu'il faut surtout dire ce qui ne va pas. Mais il y a des points positifs, à mon avis, qu'on doit relever, qui construisent.
Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur ce qui n'a pas marché. Mais c'est beaucoup plus constructif. Si je fais une analogie de la relation interpersonnelle qui peut nous lier, je ne m'attarde qu'à tes défauts. Est-ce qu'on va s'entendre? On ne va pas s'entendre. Mais si je m'appesantis sur vos qualités, c'est sûr qu'on pourra s'entendre. Je ne dis pas qu'il faut ignorer les irrégularités ça et là, mais quand il y a des points positifs à encourager, il faut les relever et c'est avec cela qu'on peut construire une nation, un pays. Alors, nous, à notre niveau, sur les 692 bureaux de vote dans lesquels nos observateurs ont observé, c'est certes significatif, hein, ce n'est pas représentatif de 23 000 et quelques bureaux de vote, mais c'est significatif. Alors, nous n'avons pas, les observateurs n'ont pas relevé d'irrégularités majeures de nature à entacher la sincérité et la crédibilité du scrutin. Et ça, c'est vraiment sur des informations réelles que nous n'avons pas inventées. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu ailleurs, mais les résultats que nous avons, c'est sur la base de ces observations-là. Et nous n'en avons pas. Et nous n'allons pas inventer pour faire plaisir à un camp ou l'autre, parce que certains pensent que non, vous ne faites pas votre travail parce qu'il faut forcément relever les irrégularités. Si tu n'en as pas, on ne va pas inventer. D'accord. Oui, allez-y, docteur Day, oui. Oui, moi je pense que, vous savez, le Mali vient de loin, ou du moins revient de très loin. Diarra l'a dit, les chers amis ici présents l'ont également ajouté, c'est que il y a des points de satisfaction. Tout comme, bien sûr, on a toujours des insuffisances à relever. Parmi les points acquis, c'est quand même la réussite de la tenue de ces élections. Et elles se sont déroulées globalement de façon normale, en tout cas acceptable. Mais est-ce que vous direz que c'est des élections crédibles dans ce cas? Ah oui, moi je dirais aujourd'hui, tant que le juge, enfin, il a dit, pour moi ces élections sont transparentes, sont crédibles, sont sincères. Pour 3 motifs majeurs. On a dit qu'il faut aller à une élection sur la base du consensus. La loi électorale a été modifiée dans ce sens-là. Et d'ailleurs, sur ce point, elle présente toujours des insuffisances. Parce que si vous la regardez, cette loi électorale, qui introduit la présence de l'assesseur de la majorité et l'assesseur de l'opposition, il y a des candidats qui n'étaient ni de la majorité, ni de l'opposition. Et n'ont pas droit à avoir un assesseur. Donc ce sont des questions qu'on va peut-être vérifier. Et deuxièmement, sur la mobilisation, comme on l'a dit, la mobilisation, ce n'est pas l'État. La mobilisation, c'est le rôle des partis politiques. Ce qui est très dommageable au Mali, les partis politiques n'ont jamais joué leur rôle de formation et de formateurs, d'éducation, d'information auprès de leurs militants. Les partis politiques ne n'œuvrent pas dans ce sens-là. Et comme je l'ai dit, il faut éviter que le Mali tombe dans une crise post-électorale. Parce qu'on a des défis colossaux. Les défis de la sécurité, les défis de la paix. Vu que vous venez de le mentionner, y a-t-il un risque de crise post-électorale? À mon avis, non. Sincèrement, à mon avis, non. Parce que, je le dis encore une fois de plus, les candidats qui ont constaté des irrégularités peuvent saisir les juridictions compétentes en y apportant les preuves nécessaires. Pas des preuves factuelles. C'est celui qui accuse qui apporte les preuves. Et au regard des preuves qui seront rapportées, on verra bien. Si le juge se prononce, le juge annulera. D'ailleurs, on a dans l'histoire de notre pays, le juge constitutionnel malien qui a annulé toute une élection. Donc, à mon avis, il faudra avoir confiance aux institutions de la République. Quand on se dit républicain, quand on se dit démocrate, et quand on accepte le jeu du principe de libre choix des élections, il faut accepter également les résultats des urnes sorties. Et donc, du coup, moi je le dis et je le répète, ces élections sont derrière nous. Nous devons aujourd'hui nous ressaisir et nous rendre compte que ce ne sont pas ces élections qui vont trouver une solution pour le Mali. Les vrais problèmes demeurent. C'est aller tout de suite à une consultation populaire. C'est le président qui sera élu qui décidera. Mais on a des défis majeurs. Et ces défis se relèveront avec tous les enfants de la République. Chacun a son rôle à jouer. Mais que déjà, les partis politiques jouent leur partition en informant, en sensibilisant et en éduquant leurs militants. Un parti qui ne rentre pas dans ce schéma-là va avoir des militants double fait. Et ce n'est pas bon pour le Mali aujourd'hui. Et le monde entier nous regarde. Et c'est surtout ça le vrai problème. Donc pour moi, juriste, comme je l'ai dit, les contestations sont devant les juridictions. Et chaque parti politique, et en tout cas chaque candidat, a tout un arsenal juridique autour de lui. Hein? Des pools d'avocats, des pools de juristes
qui peuvent les aider à monter les requêtes. D'accord. Alors, Monsieur Cavès, cette journée électorale étant un acquis, diriez-vous qu'elle a été transparente, crédible? Oui, nous sommes des humains. Vous savez, c'est les êtres humains. Les œuvres humaines ne sont pas tout roses, tout à fait quand même correctes. Mais notre mission a tenu un point de presse hier, devant les médias d'ailleurs. Nous avons essayé de souligner quelques caractères d'insuffisance liés l'organisationnel vis-à-vis de la CENI, que ça doit faire un embûché de dialogue entre les acteurs politiques maliens. Donc, que ce soit le gouvernement, la société civile, que les manquements, les ratés de la CENI, que ce soit la DGE, doit faire, c'est-à-dire un objet de dialogue entre les acteurs pour relever ces insuffisances-là et voir le lendemain meilleur des consultations qui seront en cours, des consultations à venir. Donc, on ne peut pas prendre un bic, le cahier, pour pouvoir lister tout ça là, mais de façon technique, nous, on a souligné ça que c'est vrai, il y a des manquements liés d'ordre opérationnel, mais tout ça là, c'est la CENI. Mais il faut que ça soit un débat entre les acteurs politiques, les partis politiques, les organisations de la société civile malienne, tout ça là, qu'on fasse de bon travail et recommander, trouver des techniciens là où il y a des manquements pour qu'on puisse quand même recorriger ça et donner le crédit de ce fichier-là. Moi, je trouve que, ça dit, une élection parfaite est liée au fichier. Et le Mali, aujourd'hui, on peut créer ce fichier-là, mais le Mali a le meilleur fichier de la sous-région. Parce que je suis dans les élections, ça fait 20 ans. On peut critiquer que le fichier... Mais peut-être aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Mais demain, on va comprendre que non. Le Mali est assis sur un très bon fichier. D'accord. Alors, M. Diarra, êtes-vous d'accord avec M. Cavès concernant le fichier électoral du Mali étant meilleur de la sous-région? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas fait une étude comparative des fichiers sur l'échiquier, même sous-régional ouest africain, à plus forte raison par rapport au continent. Et le fichier malien continue d'avoir des tares, parce qu'on continue d'observer des doublons dans les fichiers maliens. Il faut toujours continuer à travailler. Et il y a quelques années, on n'était pas à la biométrie. Aujourd'hui, on est à la biométrie. Un processus électoral, c'est une amélioration continue. Donc, mais on n'a pas à dormir sur les lauriers parce que moi, je sais pertinemment qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans notre fichier. Et pour relever ces insuffisances-là, on doit travailler. Parce que, vous savez, la loi fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'interdits, d'électeurs interdits pour participer au vote, de par les condamnations dans les juridictions. Je sais que les statistiques au niveau... ce travail n'est pas toujours fait, même demandé aux juridictions pour être versé au niveau du fichier. On sait qu'il y a beaucoup de cartes d'électeurs qui appartiennent à des gens décédés, mais qui sont en circulation aujourd'hui. Donc ça, c'est des imperfections. Le fichier est lié à l'état civil. Tant que c'est le cas, il faut qu'il y ait une corrélation pointue afin que le fichier puisse être purgé de ces impuretés et de façon continue. Donc, maintenant, par rapport à la question de la transparence, on peut dire, parce qu'on l'a dit, pour un processus consensuel, il y a eu des mesures qui ont été proposées uniquement dans le sens de la transparence. Globalement, on peut parler de scrutin transparent. Mais cela n'occulte pas le fait que, je réitère encore, que là où l'État n'était pas effectivement présent, de par la présence et la sécurisation par les forces nationales et de sécurité, je crois que dans ces zones-là, il y a à dire, à redire, parce que nous-mêmes, on a reçu des chiffres, et puisqu'on n'est pas là pour parler des chiffres, ce combat serait au niveau de la Cour constitutionnelle, et malheureusement, les 23, je crois, requêtes n'ont pas connu d'analyse dans le fond. La dernière fois, mais cette fois-ci, je crois qu'on va connaître une belle bataille judiciaire pour qu'enfin le processus soit purgé de ces impuretés. Merci M. Diarra. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Monsieur Konaté, en 30 secondes, oui. Juste pour élever les insuffisances. Quelques suggestions, oui. Oui, insuffisances, surtout les recommandations chez nous, à l'adresse, par exemple,
Il a relevé le jurisme par rapport à l'adresse des partis politiques. Si les partis politiques bénéficient de l'aide publique, ils doivent investir cette aide publique-là dans la formation des militants. C'est un défi pour les partis politiques de former les militants. Ensuite, la CENI, de former les agents électoraux. Nous avons relevé que les agents électoraux, ils ne maîtrisent pas forcément le processus. Donc, il faut les défis de la formation et à tous les niveaux. Donc, mais bravo au peuple malien qui a vraiment prouvé sa maturité en allant voter dans la sérénité et dans la paix. Bravo. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Cela me fait à ce débat sur l'élection présidentielle. Merci à nos invités sur ce plateau. Monsieur Dramane Diarra, président du réseau d'appui au processus électoral au Mali. Monsieur Paul Cavès, président de la plateforme des ONG africaines pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Monsieur Jean-Christophe Magman Konaté de Caritas Mali et Dr Souleymane D, juriste et chargé de cours à l'université de Bamako. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Noundjire, la régie est assurée par Mamadi Keita. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.